Février 2025, la salle des grands procès vit ses derniers instants. Dans quelques jours, le démontage de la structure doit commencer. Cette enceinte restera dans la mémoire collective comme la salle du V13, le surnom donné au plus grand procès jamais organisé en France. Elle est présente dans mon esprit depuis 5 ans, cette salle, depuis que je l'ai vue sortir de terre. Les lieux ont gardé la mémoire en fait, de ce qui s'est passé ici. Alors ouais, il y a des choses vachement dures, mais aussi des choses assez belles, quoi. Dans cette salle pendant 10 mois, 20 hommes, dont 6 absents, ont été jugés pour les attentats commis au nom de l'État islamique, le soir du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Les explosions devant le Stade de France, les attaques des bars et restaurants Le Petit Cambodge, le Carillon, la Bonne Bière, la Casa Nostra, la Belle Équipe, le comptoir Voltaire et dans la salle de concert du Bataclan. Des attentats qui ont fait 133 morts et près de 500 blessés. Je tenais vraiment à être ici. En fait, des années que j'y pensais, c'était ce qui me soutenait aussi. C'était une évidence en fait, il fallait y être parce que ça faisait partie de mon histoire. Nous sommes revenus dans cette salle, aux côtés de ceux qui ont vécu ce procès, à la place qu'ils occupaient, David et Babou, survivants des attentats, Négareri, avocate d'un des accusés, le juge Périès, qui a présidé l'audience, Véronique et Nadia, qui ont chacune perdu leur fille. Les images sont en train de revenir, les bruits, les murmures. Il y avait une forme d'exaltation de nous tous, de tous les avocats. Et je me souviens qu'on avait une conscience très profonde, qu'on participait à quelque chose qui était plus grand que nous tous. Comment ont-ils vécu cette audience exceptionnelle à bien des égards? Quel rôle a-t-elle joué dans leur parcours de reconstruction? Et comment ont-ils repris leur vie une fois ce chapitre clos? Nous les avons suivis dans leur retour à la vie ordinaire, souvent difficile, parfois impossible. Le 8 septembre 2021 s'ouvre le procès des attentats du 13 novembre 2015. Plus de 2300 parties civiles et 370 avocats sont attendus, des chiffres inédits dans l'histoire judiciaire française. Une salle a été spécialement construite au sein même du palais de justice de Paris pour mettre en scène cet événement historique. C'est un moment qu'on attend que moi j'attendais depuis longtemps, depuis plusieurs semaines, avec une appréhension parce que je savais qu'il y aurait beaucoup de monde et puis la salle allait être pleine. La première fois que je rentre dans la salle des pas perdus, moi je m'attendais à voir du monde, mais pas autant en fait. Il y avait tellement de monde que les gens avaient créé une espèce de queue, de fil, qui serpentait dans la salle des pas perdus. À ça, à côté d'eux, il y avait des avocats, c'était noir de monde. À ce moment-là, je me prends vraiment au visage le fait que pendant 10 mois, j'allais assister à quelque chose d'extrêmement puissant, mais aussi qui allait rassembler toute la mémoire du 13 novembre. Rescapés et endeuillés, cela fait 6 ans que chacun attend cette échéance judiciaire pour comprendre, trouver des réponses à ce drame et se délester d'un bagage bien trop lourd à porter seul. Je voulais faire entendre, encore une fois, le nom de ma fille, puisque à 23 ans, c'était fini. Je voulais dire tout ce parcours aussi pour la retrouver, toutes ces journées passées jusqu'au mardi avant de la retrouver, comme si elle était carrément, moi je pensais qu'elle allait revenir, puisqu'il n'y avait rien qui me disait qu'elle était décédée, on ne la trouvait pas. Je voulais témoigner pour parler en hommage à ma fille, en mémoire. Mais honnêtement, je pense que j'avais besoin de passer quelques messages sur la violence, j'avais besoin de ça. Moi, je considérais que j'avais pas souffert. Et donc, du coup, comme on n'a pas souffert, on se dit qu'est-ce qu'on va venir dire
faut pas venir se plaindre non plus. Donc je voulais pas du tout témoigner, sauf que ce deuxième jour d'audience, Abdeslam, il a pris la parole. Il a dit dans cette salle qui pense aux victimes du Proche et du Moyen-Orient, en Irak et en Syrie. Et en fait, moi, ça m'a heurtée. Parce que moi je viens d'Iran. C'est là où je me suis dit que j'allais parler. J'ai pensé qu'en fait c'était une voix différente. Moi j'ai été pris en otage pendant 2h30 par des terroristes au Bataclan. On a frôlé la mort à toutes les étapes de cette prise d'otage. Et donc il y avait ce truc-là de dire ouais, vous allez payer pour ce que vous m'avez fait en fait. J'avais une haine envers ces hommes-là parce que j'avais souffert en fait. Dans cette salle où la parole se libère, chacun prend peu à peu conscience de la souffrance de l'autre. Les récits sont uniques, mais le drame est collectif. Nous sommes des endeuillés. Et nous avons pris la mesure aussi de ceux qui ont été touchés psychiquement. Tu vois, dans la mer, tu reçois une vague, elle te met par terre, tu as à peine le temps de te lever, hop, il y en a une autre. Donc ça, c'était C'était tous les témoignages au fur et à mesure. C'était comme ça. Chacun était bouleversé par rapport à l'autre. Ça nous a rapprochés, ça nous a... voilà. Il y avait une forme de normalité dans l'horreur de ce qu'on vivait au quotidien. Parce que c'était... Enfin, on parle quand même de scènes de crime. Moi, je me rappelle d'enquêteurs qui parlent de délabrement de corps, qui parlent de balles, qui parlent de poudre, qui parlent de ceintures explosives, etc. Et nous, on était là. Et on vivait le truc avec cette fraternité qui s'exprimait mais par tous les pores de notre peau. Et on faisait bloc ensemble. On a rencontré dans cette salle des parties civiles qui sont devenus des amis, qui sont devenus, voilà, qui ont fait partie de cette famille d'impactés. Avec les 8 collègues qui étaient avec moi, les assesseurs, en fin de journée, on débriefait un petit peu. Ça permettait d'évacuer déjà, dans un premier temps, l'énorme tension émotionnelle qui avait pu passer à travers ces témoignages. En janvier, les interrogatoires des accusés commencent. Des membres des commandos meurtriers, il n'en reste qu'un, et cristallisent toutes les attentions et les ressentiments. Si certains restent mutiques, la plupart de ces hommes acceptent de s'expliquer et livrent même des regrets. C'était important en fait qu'ils aient leur mot à dire. Moi j'avais besoin d'entendre Salah Abdeslam dire oui bah en fait j'ai été dans un café parce que et puis en fait j'ai essayé et puis en fait ça s'est pas fait. Que je le crois ou pas c'est pas la question. Le fait est qu'il a parlé en fait. Et moi à ce moment-là je m'étais rendu compte que je souffrais plus de leur silence que du fait qu'ils parlent. Moi j'ai senti une véritable évolution positive venant de mon client. Mohamed Amri, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à s'exprimer. Et il avait passé 6 ans de détention provisoire, très souvent à l'isolement. J'ai vu une évolution, c'est-à-dire qu'à force, je crois, de renouer contact avec l'humanité, sortir de son isolement, à force de voir des gens défiler à cette barre, à force d'entendre des gens s'exprimer, et avec la possibilité de lui laisser un espace de parole, je crois que progressivement, il a pris confiance dans son langage. Et j'ai pu voir quelqu'un de complètement différent à l'arrivée, à la fin de ce procès, que celui qu'il était au tout début. Pourtant, tout n'aura pas été dit. De nombreuses questions resteront sans réponse. Le 29 juin, le verdict est prononcé. Les accusés sont condamnés à des peines allant de 2 ans de réclusion criminelle à la perpétuité incompressible. Le verdict en soi, moi j'étais assez confiante. Voilà, c'est une somme de travail qui a été effectuée. Et quand ils ont dit il n'y aura pas d'appel, ouf, parce qu'on s'est coupé du monde, nous, pendant 9 mois. Nos amis, on n'a pas vécu normalement, on a vraiment vécu dans ce petit monde fermé. Physiquement, c'était difficile. Je dis que j'ai perdu 8 kilos cette année-là. C'est passé, c'est quelque chose qui est inscrit dans la société. 6 ans et demi après l'horreur des attentats, les victimes vont pouvoir enfin conjuguer au passé leur statut de partie civile. Il reste du mal, bien sûr. Il reste de la noirceur, il reste un stress post-traumatique, etc. Mais la justice est passée. Et donc, moi aussi, je peux avancer.
Il y avait un soulagement parce que déjà c'est fini. Et après, une petite appréhension. Moi, j'avais été stimulée intellectuellement vachement grâce à ce procès. Et donc, j'avais peur aussi de perdre un truc et de me retrouver à retourner dans mon travail normal et faire des trucs qui m'intéressent peut-être moins. En fait, il fallait, je crois, avant la fin de ce procès, prévoir autre chose pour la suite. Parce qu'effectivement, il y a presque un vertige de ce procès qui est assez fou. Les parties civiles qui n'osaient pas venir au début, et puis finalement qui ne voulaient plus quitter cette salle. Et ils l'ont dit à la fin du procès, ils venaient au village. C'était quand même extraordinaire, quoi, cette expression. Pour certains, l'après-procès a créé un vide parfois abyssal. Retrouver un autre rythme, reprendre son travail et retourner à sa vie de famille là où on l'avait laissé, remplir ses journées autrement, pas si simple. Un peu déboussolé, David a pu compter sur un noyau dur de proches, sa femme, mais aussi Stéphane, rencontré il y a 10 ans. Il fait partie du groupe surnommé Les Potages, contraction des mots potes et otages. Après le procès, j'ai eu un nouveau besoin en fait, de retrouver Steph, les potages, etc. Pour me réinscrire un peu aussi avec eux et aussi profiter de la vie, en fait, tout simplement. On se comprend sans avoir besoin de se raconter ce qu'on a vécu. Mais par contre, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc on a été pris en otage ensemble. Notre mission, c'était de surveiller l'extérieur et de prévenir les terroristes s'il y avait la police qui arrivait. Dès que je suis sorti, oui, j'ai eu besoin de retrouver les personnes qui étaient dans ce couloir. Parce que j'avais l'impression que c'était tellement improbable que j'avais besoin de confronter ma version. Moi, ma fraternité par rapport au 13, elle a commencé avec Stéphane. S'il n'était pas venu me chercher, je pense que je ne suis pas sûr que j'aurais rejoint Life for Paris et même tous les autres groupes de victimes. Je ne suis pas certain. En fait, Steph, il m'a vraiment dit, bon, allez, viens là, on va essayer d'aller mieux ensemble, en fait. Et ça a marché. Après, c'est très compliqué de savoir s'il faut s'éloigner pour effectivement passer à autre chose ou au contraire se rapprocher parce que c'est un cocon rassurant. Cette histoire singulière, David et Stéphane ont eu besoin de la transmettre. Ils la racontent désormais devant des classes partout en France. C'était une manière de trouver du sens à tout ça. Pour aller rencontrer les élèves, c'était aussi de parler à la société, en fait. Dire à ces générations futures que on a vécu ça un soir de 13 novembre et que ouais, c'est possible, en fait. Ce jour-là, ils ont rendez-vous à Coutances en Normandie. Le Bataclan était très rempli, il faisait chaud. Et il y avait une très bonne ambiance jusqu'au moment où on entend donc des déflagrations. Je vois en fait toute la fosse, donc à peu près environ 600 à 700 personnes qui sont allongées face contre terre et des jets de sang en fait, comme ça. Et en fait je me dis ok. Ces élèves n'avaient que 7 ou 8 ans au moment des faits, et plus le temps passe, moins ils sont nombreux à se souvenir de ces attaques. Comment préserver cette mémoire? Un véritable enjeu pour les victimes et les collectivités. Dans cette réserve à l'adresse tenue secrète, sont conservés des objets qui constituent la mémoire du 13 novembre. Claire Lartigue est en charge de cette collection. Là, ce que tu as ici, ce sont des éléments, mais tu les as déjà vus, des éléments de mobilier qui viennent du coup de la Belle Équipe. On a récupéré 2 chaises, et voilà, qui portent bien sûr la marque de la violence avec les impacts de Kalachnikov. Sur ces étagères se mêlent des scellés judiciaires et des objets intimes des victimes. Ils seront exposés dans le musée mémorial du terrorisme lorsqu'il sera ouvert. Nadia a fait don du portrait de sa fille Lamia, réalisé par un street artiste. Je savais qu'il allait là où il fallait. Non, je suis contente. Ouais. Là, elle est là, elle est vivante, elle nous sourit, elle est apaisée, apaisante.
Elle me manque. Elle me manque. Elle me manque, je ne m'attendais pas en fait. C'est vrai que je suis heureuse de revoir ce portrait. Nature, grandeur nature. Si, c'est elle. C'est elle. Tu vois, je suis en train de... Son regard, là, je suis en train de la regarder comme ça dans les yeux. Bon, bref. Ah. Lamia, à jamais figée dans ses 30 ans comme une icône. Loin de la violence avec laquelle elle a été assassinée à la terrasse de la Belle Équipe, à 150 mètres de chez sa mère, Nadia, d'origine égyptienne. J'ai jamais dit c'est injuste. Jamais. J'ai pas dans ma... C'est culturel, hein, j'ai pas ce... C'est tellement violent que j'ai dit... Comme ça, sa vie devait s'arrêter là. Mais avec la même violence, tu vois, je l'ai dit comme ça. Ah, mais ça veut dire que sa vie devait s'arrêter comme ça. Voilà. Mais elle continue ailleurs, hein, parce que moi, sans être pratiquante, alors c'est peut-être aussi culturel, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a, mais elle est dans une autre dimension, elle est énergie. En fait, elle est énergie, on est tous énergie, hein, je crois à ça. Comment survivre à l'absence? Comment surmonter la perte de son enfant fauché si brutalement? Véronique, la mère de Claire décédée à 23 ans, nous a donné rendez-vous dans ce square, symbolique pour elle. Je viens pas souvent ici, voilà. C'est assez dur, mais c'est à côté du lieu, en face du lieu où ma fille a été assassinée. Je suis toujours en colère, je suis toujours triste, je suis toujours voilà, dans des pensées qui ne sont pas très gaies. Et je vois la vie autour, mais bon, ça, voilà, c'est difficilement supportable même. Malgré le procès qu'elle attendait tant, pour Véronique, aucune justice ne peut réparer ce qui a été brisé. C'est inacceptable de perdre un enfant dans des conditions, voilà, de perdre un enfant déjà tout court et dans ces circonstances de terreur, voilà, de sang, de tout ce qu'on veut. C'est ça qui a fait changer ma vie. C'est quelque chose qui nous met en suspens, ouais, comme une maladie qui nous ronge, mais même au quotidien, et qui fait que on a c'est pas des crises, mais des moments où on n'est pas bien, des moments où on est vraiment en distance par rapport même à la réalité, c'est-à-dire à la vie quotidienne, on repousse tout. Il y a une seule chose qui nous fait tenir, c'est aussi tous les liens que j'ai pu avoir avec d'autres victimes ou des proches de victimes. Voilà, et puis et les associations qui soutiennent et qui sont présentes. Au printemps 2025, le tribunal entame sa mue. La salle des grands procès est démontée pièce par pièce. Certaines d'entre elles, parmi les plus emblématiques, comme la barre des témoins, doivent bientôt rejoindre les réserves du futur musée mémorial du terrorisme. À 800 mètres de là, place Saint-Gervais, derrière l'hôtel de ville, c'est un tout autre chantier qui est en passe de s'achever. Celui d'un jardin à la mémoire des victimes du 13 novembre. Il sera composé de 6 parcelles, pour faire écho aux 6 lieux ciblés par les terroristes. Il reste quelques finitions, il reste un peu de nettoyage pour qu'il soit tout propre. Là, on est au bord du bloc dit du Bataclan. Ces noms-là, c'est les mêmes que ceux qui figurent sur la plaque qui est devant le lieu impacté. Puis malheureusement, on voit qu'il y a des noms qui se sont rajoutés au fur et à mesure, notamment par exemple celui de Guillaume Valette. Il y a celui de Fred Deville qui est à un autre endroit. On a malheureusement eu plusieurs suicides dans les années qui ont suivi. Ces gens qui sont morts après, mais qui sont morts du 13 novembre quand même, parce que c'est un poison lent. Puis il y a plein de détails. Par exemple, on a voulu que ce soit un jardin qui soit vivant avec les oiseaux.
Et donc on a fait des petits bassins sur chacun des blocs de granit pour que quand il pleut, ça fasse naturellement des toutes petites retenues d'eau où les oiseaux peuvent venir boire. L'idée, c'est qu'on ne voulait pas que ce soit un endroit mort. Il y a beaucoup de minéralité pour rappeler quand même la dureté de ce qui est arrivé. Et puis il y a tous ces petits détails, il y a ces plantes, il y a ces espaces pour les oiseaux pour rappeler que c'est la vie qu'on essayait quand même de maintenir ici. Ce jardin, c'est l'ultime projet porté par l'association Life for Paris et son président Arthur Desnouveaux, lui aussi rescapé des attentats. Après 10 ans d'existence, l'association a prévu de se dissoudre le 13 novembre. Life for Paris, ça a été une aventure humaine incroyable. Ça a été des amitiés, ça a été des mariages, ça a été des bébés. Ça a été d'une intensité complètement folle. Et cette béquille-là, ce qui est beau, c'est qu'on se l'est créée nous-mêmes. Mais c'était important pour nous de se dire, c'est pas parce qu'on s'est créé une association de victimes qu'on veut y passer notre vie. Et puis maintenant, on a un lieu, personne ne nous enlèvera. Ça fait mémorial, quelque part, mais ça fait pas que ça. Parce que la mémoire, c'est bien, c'est ce qui nous permet quand même de progresser, d'avancer. Il faut se souvenir pour ne pas répéter les erreurs du passé. Mais ça peut aussi être un poids très lourd à porter pour les victimes. Si c'est toujours à nous d'aller rappeler que c'est arrivé et ainsi de suite, de rappeler les noms, de rappeler le nombre, eh ben ça nous enferme. Ne pas se laisser enfermer et reprendre la maîtrise d'une trajectoire de vie partie en éclats, quitte à tout envoyer valser, c'est le chemin emprunté par de nombreux survivants. Déménagement, changement de travail, séparation. Babou a coché toutes les cases. Un déclic qui s'est opéré sur les bancs du palais. Effectivement, la place de victime silencieuse de partie civile, moi, elle ne me convenait pas. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Il fallait en faire quelque chose, quoi. Et de le faire d'une façon personnelle, quoi, et artistique. Pendant le procès, l'ancienne freelance en communication s'est lancée dans des comptes rendus d'audience sans dessin qui ont cartonné sur les réseaux sociaux. Ils ont donné lieu à un livre, puis à une série animée. Je pense qu'en fait, c'était là en moi, tu vois, et qu'il fallait un déclencheur, quoi. Et ça l'a été. Donc, j'ai continué. En ce moment, je finis de faire un livre sur un rappeur iranien qui est rappeur et surtout dissident politique. Un changement de cap 10 ans après les attentats, même si les souvenirs de la terrasse du Carillon ne sont jamais tout à fait loin. Ça a changé ma vie de manière positive, alors que c'est un événement, horrible, quoi. C'est tellement violent de voir des gens morts là à côté de toi avec des. En fait, c'est tellement violent que ça, pour le coup, je l'ai enfoui, tu vois. Parce que c'est pas normal, parce que au final, tu es habitué à plein d'images, tu vois, mais la réalité, elle dépasse tellement ce que tu vois que ça, pour le coup, moi, je l'ai enfoui, tu vois. Peut-être c'est ça aussi qui m'a permis de pouvoir en parler, de surmonter le truc, parce que j'ai toujours eu cette impression de ne pas y avoir été tout en ligne, tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est digérer? J'ai envie de dire oui. Mais est-ce qu'on digère vraiment les choses comme ça? Au final, non. Il y a les images que son cerveau choisit d'effacer et celles intrusives qui ressurgissent à tout moment, sans crier gare. C'est le fardeau de nombreuses victimes du terrorisme qui continuent de vivre avec les séquelles. Un sujet abordé dans le second livre que David vient de finir d'écrire. Vivre un truc comme j'ai vécu il y a 10 ans, qui charrie ensuite tant de souffrances. Parce que c'est clair qu'il y a l'attentat en lui-même. Mais si ça s'arrêtait que là, en fait. Mais c'est pas le cas. Derrière, tout le stress post-traumatique, il y a les choses qu'on abandonne, les choses qui nous abîment, des choses qui viennent nous toucher là où on s'y attend pas, des proches, ma femme aujourd'hui qui souffre aussi. Enfin, donc ça a tout touché.
Quand je vais au cinéma, je pense toujours à regarder les issues de secours. Quand je vais dans les salles de concert, j'ai continuellement des images de la fosse du Bataclan. Quand je me lève le matin, je repense au coup de feu au Bataclan. Quand je vais aux toilettes, je pense au coup de feu au Bataclan. Et je peux continuer cette liste pour toujours, en fait. Pour se réparer, l'ancien barman n'a pas eu d'autre choix que de changer de vie. Moi, c'est un peu ce qui m'a sauvé dans ces 10 ans. Le fait d'être toujours actif, le fait d'écrire un premier livre, le fait j'ai aussi co-réalisé un documentaire, j'ai écrit des préfaces, j'ai écrit un deuxième livre, j'ai participé à un projet de fiction sur les ex-otages du Bataclan. Enfin, à un moment donné, il y a aussi ce truc-là, et j'en ai conscience que ça m'a aidé. Mais ça rajoute un peu, ça enlève de l'ordinaire. Et derrière, il y a du morbide, donc il faut aussi se protéger. C'est tirer un fil qui s'arrêtera jamais. Jamais, jamais je comprendrai pourquoi 2 personnes m'ont pris en otage pendant 2h30. Jamais. Donc l'idée, c'est que dans 10 ans, j'abandonne cette idée, j'abandonne l'envie, j'abandonne cette lampe torche là que j'emmène à chaque fois dans l'obscurité pour comprendre ce qui se passe dedans, quoi. Et ça, ouais, ça fera partie de moi. Mais l'idée, c'est que j'arrête de l'invoquer, en fait. Et aussi qu'on vienne me chercher pour ça. Le 13 novembre a fait basculer leur vie. 10 années de tranquillité impossible. Pour David, Babou, Véronique, Nadia, Stéphane, Arthur et tant d'autres. J'ai pas envie de faire un bilan des 10 années, je veux pas en faire parce que voilà. Pour moi, voilà, ma fille est toujours présente, même si elle me manque beaucoup. Bilan, ça veut dire s'arrêter et analyser. Je veux pas. Je veux pas analyser. Je sais que ma fille est partie. Je le sais pertinemment, mais je me le figure pas. J'ai peur que ça soit... Bon, bah là, ça y est, ça fait 10 ans, on a marqué le coup. Et puis après, voilà, la société, elle a envie d'oublier, mais pour de bon cette fois-ci. Donc, ne revenez pas nous parler de ça. On a vécu quelque chose qui nous a ramené à notre individualité, mais malgré ça, on a réussi à inscrire du collectif et de l'humain. Ça, c'est le bilan positif. Le négatif, ce serait de dire que 10 ans après, j'en parle encore. Quelles traces laisseront ces attentats dans les mémoires? On se souviendra certainement du courage de ces survivants qui ont continué d'avancer malgré leurs blessures visibles et invisibles, et de cette fraternité, ces liens indestructibles qui ont permis de surmonter les épreuves pour que chacun puisse renouer avec le fil de sa vie.